Bonjour, bonsoir à tous, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Et aujourd'hui, c'est notre dernière réunion de cette série de décolonisation avec ce processus que nous avons mis en place ensemble. Au cours de la première partie de notre réunion, nous allons avoir eu un dialogue avec Benedito Medrado, que nous remercions. Et ensuite, nous ferons une pause et la partie suivante de notre réunion sera consacrée à ce parcours que nous avons réalisé ensemble. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui pourrait être les prochaines étapes? Parce que ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est la fin de cette série, c'est tout. Notre travail va continuer dans les différentes régions, dans les différentes parties de notre organisation. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que Johnny ou Magali, vous voudriez ajouter? Magali au micro, je voudrais d'abord saluer tout le monde. Bonjour. Je sais que nous sommes un petit groupe, mais comme d'habitude, nous allons essayer de partager les directives que nous avons utilisées pour notre travail. Je vais vous les présenter. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un espace sûr, inclusif pour cette expérience d'apprentissage positif. Donc, soyez respectueux, soyez responsables et bonne réunion à tous. Voilà, ce sera tout. Nous allons enregistrer cette réunion. Donc, si vous avez un problème, vous pourrez la réécouter par la suite. Donc, cette réunion sera ensuite réutilisée. Je crois que j'en ai terminé. Nous allons continuer à avancer dans cette expérience. Et notre réunion donc passe à la première partie de la réunion, à savoir Benedito Medrado. Benedito Medrado est une référence au Brésil. Il travaille à l'université de Pernambuco. Il a fait des travaux de recherche sur les questions liées au genre et à la masculinité. Il a créé un centre féministe de masculinité sur le genre. Il travaille à l'Institut OPAI. Donc, nous lui donnons la parole. Merci beaucoup, Benedito, d'être avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour à tous à nouveau. Bonjour à tous et à toutes. C'est un petit peu bizarre de travailler avec ce format de communication, mais c'est ce que nous avons et nous allons l'utiliser de la meilleure manière possible. Notre idée, c'est de nous connecter et de nous connaître en nous posant des questions et en partageant des expériences. Et lorsque je parle de ça, je parle de tout d'abord vous remercier à Johnny, à Magali et à toutes les personnes qui ont organisé cette rencontre. Johnny et Magali, je les connais en personne, mais le reste aussi, bien sûr. Et je voudrais engager une conversation avec vous. Et aussi, je m'excuse, je suis désolée parce que ce que je vais faire, c'est une récapitulation de la récapitulation de ce que nous avons discuté et de notre connexion avec le concept de contre-colonialité. Je vais en parler davantage, connecter avec des auteurs et des personnes qui s'occupent de différents concepts. Euh, Quelques personnes utilisent décolonialisation, quelques personnes utilisent décolonialité. Il y a plusieurs concepts, plusieurs possibilités de terminologie et de connexion avec ce type de dialogue spécifique.
Il y a une chercheuse qui s'appelle Viviane Mathias. Excusez-moi, je vais prendre une seconde pour mettre le lien. Je ne peux pas partager. Je pense que c'est plus facile d'utiliser et de pouvoir partager l'écran. Est-ce que vous pouvez le visionner? C'est en portugais parce que je n'ai pas eu le temps de le traduire parce que la semaine dernière, j'ai eu une réunion avec des activistes. C'était par rapport à la santé masculine et tout mon temps a été dédié à l'organisation de ce séminaire. Et la semaine suivante, j'ai été malade. Donc, c'est en portugais, mais je vais présenter en portugnol ou l'espagnol. C'est une mélange. Sur le texte et sur le titre, vous pouvez voir, ce sont des aperçus qui ne sont pas vraiment développés, mais c'est un point de départ. Ce sont des réflexions sur les hommes et les masculinités à partir de technologies contre-coloniales de savoir et de faire. Et je vais partager ces idées peu à peu. Je me suis déjà présentée. J'ai, je me suis formée avec l'activisme, la production scientifique et les études académiques. Donc, j'ai une combinaison. J'ai étudié à l'Institut Papaye qui existe depuis 1997 à l'Université fédérale du Brésil. C'est une université nationale de Pernambuco où j'ai continué ma recherche sur l'activisme et le genre et les masculinités depuis une perspective féministe depuis toujours. Et cela fait partie de Menengage Brésil et Menengage Amérique latine. Et je parle d'une région spécifique du Brésil pour que vous puissiez comprendre. C'est le nord-est du Brésil. C'est comme l'Amérique latine du Brésil parce que c'est une région avec beaucoup de problèmes spécifiques de développement et quelques aspects politique, un haut niveau de pauvreté et d'autres problèmes structurels. Lorsqu'on parle du Brésil, on pense à un pays vraiment qui ressemble à un continent parce que au niveau géographique et au niveau culturel, il y a une très grande diversité. Donc, cette pluralité est vraiment historique. Donc, lorsque je parle du Brésil, je parle de cette région dans ce cas spécifique. Voilà cette petite exposition. Tout d'abord, j'ai travaillé avec Viviane Matias dos Santos. Elle est brésilienne, elle est travailleuse sociale. Elle a une approche très spécifique de la décolonialité. Et elle a proposé cette idée de contre-colonialité en tant que concept vaste pour comprendre la colonialité. Elle essaye de trouver les points communs entre les différentes contributions et pas simplement les points spécifiques. Donc, c'est une vaste gamme de concepts qui sont inclus dans ce concept de contre-colonialité. Et je dialogue avec plusieurs experts qui apparaissent dans l'écran de l'Argentine, de New York et depuis là.
du Nigeria, du Pérou, Nelson Maldonado, de Porto Rico et de plusieurs pays, professeurs. euh, et, et donc, il y a seulement quelques personnes avec lesquelles je dialogue dans ces textes. Comme j'ai dit auparavant, pas nécessairement depuis une perspective théorique fermée, mais plutôt comme des questions de cette contre-colonialité, notamment parce que cela est comme une négation d'une position. C'est contre quelque chose. Donc, c'est toujours une critique et une disruption de cette colonialité. Même quelques auteurs ont expliqué leurs préoccupations parce que la conversation de contre-colonialité ne doit pas devenir une nouvelle manière de coloniser. Donc, nous ne parlons pas de saints, des églises, des penseurs et penseuses. Et même si on met en question le status quo et les différentes manières de comprendre. Donc, ne plus chercher des églises et des endroits sûrs, mais de trouver les mouvements. Benedito, il nous demande pourquoi les diapos n'avancent pas, parce que, non, je vais passer à la prochaine, mais donc voilà les auteurs avec lesquels je vais présenter cela. Donc il y a des approches depuis cette perspective contre-coloniale pour penser au travail avec les hommes, aux masculinités, et donc cela ne dialogue pas avec les priorités. Il y a un bon dialogue des bases de la critique contre-coloniale par rapport aux cultures, pouvoirs, etc. Donc, ce que nous allons faire, c'est de présenter quelques approches pour nous aider à penser, pas seulement aux recherches, mais aussi aux actions des hommes depuis la perspective contre-coloniale. C'est toujours la première diapo. Cela ne passe pas. Ah, pour moi, c'est en train d'avancer. C'est pour cela que je pensais que c'était la même chose pour le reste. Donc, non. Voilà. Maintenant, vous pouvez le voir. Oui, c'est parce que pour moi, c'était en train d'avancer. Bon, donc j'ai décrit le nom des personnes avec lesquelles je travaille et avec lesquelles je dialogue. Et puis, les approches à cette approche contre-coloniale du travail avec les hommes et sur les masculinités. Donc, c'est important que pour promouvoir une analyse critique par rapport aux masculinités, euh, on doit préciser qu'il faut radicaliser notre critique à la hétérosexualité obligatoire et à la cisgénérité en tant que normalité parce que tout cela soutient l'ordre patriarcal de notre société. Donc, ces constructions doivent être analysées pas en tant que point de départ, mais en tant que sujet de nos recherches. Nous parlons de sexualité, mais toujours depuis une perspective de sexualité dissidente. Je pense que parfois on parle d'identité de genre, identité trans, mais c'est la première invitation que je vais vous faire depuis une perspective contre-coloniale. Et c'est de penser à la norme, à la règle et le point depuis lequel on construit le pouvoir
parce qu'on peut parler des identités de genre, par exemple, qui ne sont pas les identités normatives, mais on peut penser à la normativité en tant que problème et problème à réfléchir. Je pense que cet abordage contre-colonial marche bien parce que cela met en question et on ne doit pas toujours regarder les effets de ce pouvoir, le pouvoir de l'hétérosexualité obligatoire et les constructions qui se produisent, parce que tout cela crée de la souffrance des corps. Mais on doit toujours parler des corps qui produisent cette douleur si on pense à leur connexion avec le pouvoir. Donc, il faut savoir que lorsqu'on parle d'homme en tant que sujet et masculinité en tant que quelque chose de culturel, on, on parle parfois des hommes et des masculinités cisgenres hétérosexuelles, mais on ne considère pas cela en tant que particularité. On la considère une généralisation et quelque chose de global. Donc, c'est ce que j'aime bien de ces discussions parce que cela m'aide à penser depuis la contre-colonialité. On doit aussi développer une lecture critique qui puisse reconnaître les héritages historiques du processus de colonisation en Amérique en montrant des sujets, des narratives par rapport au mode de production de connaissances. C'est nécessaire de penser que lorsqu'on parle d'hommes et de masculinité, on parle en Amérique, on parle des hommes blancs et des masculinités blanches. Donc, je pense qu'il faut en parler beaucoup plus, mais c'est un point essentiel depuis la perspective critique décoloniale, c'est de reconnaître le territoire et la mémoire. Donc, si l'on parle de construction de subjectivité, si l'on parle de construction d'identité et de possibilité de position des sujets dans nos pays, principalement en Amérique latine, il faut parler de ces perspectives et de l'histoire, de la construction de ces territoires et les mémoires qui les ont construits. Notamment, comprendre que la question raciale a été développée pour organiser et ordonner les processus de colonisation. Et cela, bien sûr, devient très complexe parce que ce sont des manières subtiles d'organisation, elles sont institutionnalisées et il n'y a pas beaucoup de possibilités de les regarder parce que nous sommes habitués à penser depuis cette perspective, parce que parfois on n'arrive même pas à les reconnaître. Donc, voilà l'invitation à penser à une lecture féministe contre-coloniale. Le concept est de Viviane Mathias. Donc, elle marque la différence entre colonialisme et colonialité. Et lorsqu'on parle de colonialisme, on parle de l'histoire basée sur la production, invasion, introduction de colonialisme sur les territoires, donc le processus de colonisation. Mais ce que Vivien Mathias explique, c'est que ces formes de colonialisation continuent à présent parce que ce sont les manières actuelles de maintenir les processus de colonisation. Et avec ces processus et avec ces technologies, elle les appelle colonialité. Donc, elle joue avec les mots, mais elle aussi exprime que la colonialité est une organisation en tant que réseau. Et cela implique la connexion de différents points de ce réseau avec les activations institutionnelles
qui arrive à maintenir ces corps depuis le processus de colonialisme, le processus de pouvoir, en maintenant les différents outils qui existent. Et je parle des institutions de sécurité, notamment les institutions d'éducation publique et les institutions de santé. Voilà les deux aspects qui sont considérés pour penser à la décolonialisation. Et bien sûr aussi dans la vie quotidienne, la famille, l'Église et les autres institutions qui maintiennent cette vision coloniale et qui sont construites dans le cadre de cette lecture féministe. Et il y a quelques dichotomies qui sont, par exemple, la dichotomie modernité-colonialité. La nature vers la culture, le sujet vers l'objet, le sacré et le séculaire, l'homme et la femme civilisés, primitifs, humains, non humains, blancs, non blancs. Bien sûr, primitif et non humain, ce sont des concepts essentiels pour construire la colonialité. Et dans nos pays de l'Amérique latine et dans notre pays en particulier, la différence entre blanc et non blanc, particulièrement au Brésil. Dans mon pays, je suis considéré blanc, pas dans d'autres territoires, mais dans le territoire où je suis et à partir de la construction de la mémoire, des corps et de l'histoire, je suis considéré blanc. Donc, c'est un aspect très compliqué et au Brésil parce que auparavant, on parlait de reconnaître les formes de violence, mais aujourd'hui, il y a des politiques publiques qui essayent de faire un changement d'action affirmative et qui essayent d'avoir différentes perspectives d'éducation pour les personnes qui se définissent en tant que noires ou pretas, comme on dit au Brésil et elles sont considérées pour occuper quelques positions. C'est un processus extrêmement compliqué et c'est difficile à expliquer. Mais aujourd'hui, de se définir en tant que personne noire ouvre quelques portes pour accéder à quelques droits avec une action affirmative qui est très importante, mais bien sûr, il y a de la corruption et l'utilisation incorrecte de ces actions et de me reconnaître en tant que personne blanche depuis une perspective critique et en parlant aussi des privilèges qui existent depuis cette position même si de manière subjective, je peux avoir des doutes ou bien des questions politiques pour penser aux affaires publiques, parce que c'est nécessaire de se définir depuis un point et ne pas dire je ne suis nulle part. Si nous parlons du point de vue de cette perspective contre-coloniale, nous devons accepter que nous avons tous un point sur lequel nous nous situons dans un réseau de pouvoir, savoir et limitation de l'être. Bien, je crois que je suis un petit peu en retard sur mon temps de parole puisque j'avais 20 minutes. Je conclurai dans 5 minutes pour ensuite reprendre le dialogue si ça vous intéresse. Alors ici, je vous montre un petit peu ces mémoires. Quand on parle de mémoire, c'est une bonne image ici pour comprendre la construction de la famille brésilienne à travers ce dessin de Jean-Baptiste Debré de 1834, entre 1834 et 39. Il a donc réalisé ce dessin et ici nous voyons d'abord en tête de cette file un homme blanc, hein, hétérosexuel, propriétaire de tout
et de tous. Ça, c'est important, hein. Ensuite, on a derrière une femme noire, derrière la femme blanche, hein, donc la femme noire qui est derrière. Donc, voyez ici le début, la fin de cette file. Ensuite, on a un homme noir qui porte une arme dans sa main et qui va protéger toute la famille et les hommes et les femmes qui accompagnent cette famille, hein. Donc, voilà. C'est une œuvre d'art qui reproduit quelque part la construction à partir du colonialisme, mais quelque chose qui est reproduit aujourd'hui dans la construction de la société brésilienne avec les processus de colonisation. Et c'est une histoire qui n'est pas tellement connue au Brésil, parce qu'au Brésil, on a un problème dans les années 70, 80, hein. On a assisté au Brésil à l'apparition d'un concept, une tentative, on pourrait presque dire, une tentative coloniale visant à dissimuler les processus de colonisation en disant que l'on était un pays dans lequel on avait une mixité raciale, dans laquelle on avait différentes races indigènes ou populations autochtones, européens, noirs, qui étaient mélangées. Et les gens disaient: «Je suis un mélange, j'ai un petit peu de sang de, population autochtone, noire, européen» et c'est mon cas d'ailleurs, hein. Donc ici, on voit cette colonialité, hein, ils appellent cela une colonialité qui dissimule ce processus que l'on ne reconnaît d'ailleurs pas. Nous avons une loi au Brésil, ce n'est pas un hasard, une loi qui existe depuis quelques années, qui oblige les écoles à étudier l'histoire de l'Afrique. Ce qui n'était pas obligatoire auparavant est devenu obligatoire au Brésil depuis quelques années. Donc, depuis il y a environ 5 ans, on a cette loi qui n'est pas complètement encore établie, adoptée, hein, mais et c'est une loi qui oblige toutes les écoles du Brésil, hein. C'est une loi qui, même si elle n'a pas été adoptée, est une alerte parce que maintenant, on ne parle pas de cette histoire. Et bien qu'il y ait cette loi, on continue à ne pas parler de tout cela, hein. Donc, on constate un changement de la situation, hein. On est au point à une situation juste avant la reconnaissance de la situation pour pouvoir ensuite mettre en place des changements. Donc, on est en train de faire les deux choses en même temps. C'est pour ça que c'est complexe, hein. Prise de conscience et reconnaissance du fait. Alors, il y a des personnes qui m'aident beaucoup à penser dans cette perspective, hein, cette discussion sur les effets, la stratégie de la colonialité, hein, qui pensent donc à la question de la masculinité. Cette personne d'abord est Mara Viveros, anthropologue féministe colombienne. Je vous la recommande. Je vous recommande de l'inviter, hein. Je vais vous envoyer, Magali, des documents. Et demain, à 4 heures de l'après-midi du Brésil, nous allons avoir un webinaire, une espèce de séminaire virtuel au cours duquel Mara Viveros va exposer ses idées et elle va parler de ce livre qui s'appelle Les couleurs de la masculinité qu'elle a écrit. Elle va nous montrer donc cette possibilité de penser la masculinité noire non pas comme quelque chose de particulier au sein de cette discussion sur la masculinité, mais comme une autre discussion qui a besoin d'une approche plus complexe, hein. Ne pas dire il s'agit d'un type de masculinité. Non, elle a une autre approche de cela, hein. Donc,
changer cette approche de la masculinité noire, hein. Ne pas dire que c'est un autre aspect de la masculinité simplement, hein. Ensuite, donc, je vais vous envoyer une invitation pour que, si ça vous intéresse, vous puissiez y participer. En tout cas, pour conclure, voyons un petit peu comment est-ce que je fais pour arrêter mes diapositives. Voilà. Donc, et comme je vous l'ai dit, je voulais vous présenter quelques idées. Ce sont des points de départ que j'ai utilisés pour penser cette masculinité et la masculinité et le genre d'un point de vue contre-colonial. Un des points de départ a été de penser les quels étaient les bords, quelles étaient les frontières de tout cela. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Gloria Osaudora. Je pense que vous la connaissez peut-être. C'est une femme, c'est une Mexicaine, hein, qui a beaucoup écrit et travaillé aux États-Unis. Elle pense d'un point de vue critique à la façon dont on produit les idées. Elle appelle cela the borderland, c'est-à-dire un chemin des territoires de frontières, hein, pour concevoir un changement. Et là, ce concept nous aide beaucoup, hein, même s'il est difficile à mettre en œuvre, hein. Voilà, donc c'était un petit peu les aspects que je voulais aujourd'hui vous présenter. Et j'en ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup, Benedetto. C'était vraiment très intéressant. Et est-ce qu'on pourrait revenir à la diapositive qui portait les noms des auteurs que vous avez cités pour qu'on puisse voir un petit peu quels étaient ces auteurs? Ça peut être très utile pour nous tous d'abord, hein. Donc, on va commencer par cela. Et puis aussi, merci. Donc, il y a des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, hein. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et prendre la parole. Rappelez-vous que Benedetto va essayer de répondre à vos questions, hein. Donc, tout le monde peut aussi participer à la réponse, hein, à la question, si vous voulez prendre la parole. Et puis, comme je n'ai pas participé aux autres séances, je voulais aussi vous parler. Vous pouvez aussi me parler de votre approche de ce thème, hein. Quelle est votre approche? Quels sont les défis que vous avez constatés, que vous reconnaissez dans vos pratiques? Parce que pour moi, par exemple, un des grands défis, c'est comment on construit une contre-colonialité dans des institutions qui ont été pensées pour mettre en œuvre justement cette colonialité. Je pense aux politiques publiques, à l'économie. Tout ça sont des instruments de colonisation. Je pense à l'université aussi, qui est un instrument de colonisation. Et Julieta Paredes, qui est une activiste contre-coloniale, elle provoque chez moi beaucoup de rage, hein, lorsqu'elle dit que l'académie est une institution coloniale. Donc, je reconnais que ce qu'elle dit, c'est vrai, hein. Donc, vous voyez, il y a un grand défi. Les institutions ont été construites pour reproduire cette colonialité. Et Julieta Paredes nous dit que lorsqu'on est dans une université en train de discuter de décolonialité ou de contre-colonialité, on le fait d'une manière cynique. On ne le fait pas de manière sincère. On utilise
un pouvoir, l'académie, pour à nouveau colonialiser les connaissances qui sont produites, y compris d'un point de vue contre-colonial. Donc c'est pour ça que je voulais voir un petit peu quel était votre avis aussi sur ces questions-là, hein. Comment est-ce que vous gérez ces espaces? Comment vous travaillez dans ces domaines? Voilà. Merci. Bien, je crois qu'on peut arrêter de partager notre écran avec Benedetto, avec les diapositives de Benedetto. Comme ça, on se voit. Bien. S'il n'y a pas de questions ou de commentaires. Ah, je crois qu'il y a une question dans le chat. Voyons. Est-ce que cette question pourrait être traduite? La question est écrite en portugais. Merci Benedito pour cette discussion intéressante. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus vous nous parler un petit peu plus de cette peinture qui est derrière vous, hein? Cette peinture qui est derrière vous. Allez-y. Alors, eh bien, c'est quelque chose de personnel. Je suis chez moi, hein, dans ma maison. Bien. Ce n'est pas un hasard, bien sûr. C'est une image qui m'a plu, hein, comme je le disais à Clara quand j'étais dans ce petit groupe. Je suis de ces corps qui transitent. C'est pour cela que j'aime bien parler de frontières, de mouvements frontaliers, de colonisation d'un point de vue. Parce que quand on pense à la colonisation d'un point de vue historique, on parle de conquérir des territoires, d'organiser cela d'une perspective, d'un point de vue unificateur et rentrer dans un territoire. Donc j'aime les mouvements, j'aime ces passages, ces perspectives que produisent des chemins qui ne sont pas un seul chemin, qui sont de nombreux chemins. Et donc, par exemple, ce dont on parle beaucoup quand on parle des nouvelles masculinités, et nous, on dit non, ce ne sont pas des nouvelles masculinités, ce sont d'autres masculinités, hein. Et on a travaillé avec une féministe du Brésil qui travaille sur ces thèmes depuis longtemps. On a écrit un texte et un livre qui s'appelle Homme et masculinité, d'autres mots, hein. Donc on peut penser que la colonisation ferme la voie à la contre-colonialité et non, il devrait y avoir une ouverture, hein. Donc c'est un long chemin pour dire que à travers ces voyages, hein, on peut sortir d'une petite ville du nord-est brésilien, une petite ville rurale et devenir aujourd'hui quelqu'un qui vit dans une grande ville. Je suis aussi allée à São Paulo, j'ai aussi vécu à São Paulo, j'ai aussi vécu à Barcelone pendant quelque temps et cette peinture est une image qui m'a sur laquelle j'ai eu un coup de foudre, hein. C'était, un artiste argentin, hein, et c'est moi, un Argentin, qui l'ai acheté à Barcelone en passant devant un magasin où on vendait de l'art et j'ai eu un coup de foudre pour cette, peinture. Donc les images sont des projections et ici, on a une image d'un couple, hein, donc 2 personnes, noires, un enfant blanc. Peut-être c'est question de la frontière, hein, et puis voilà. Donc il n'y a pas vraiment une histoire, ce n'est pas moi qui ai fait cette peinture. J'aimerais avoir cette capacité artistique, mais non. Ana Juan, c'est l'auteur, hein, de la peintre qui a fait ce tableau, hein, Ana Juan.
Voilà. Donc, à propos de ce tableau, voilà. Merci, merci beaucoup de nous raconter tout cela, Benedetto. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi me parler de cette peinture, de ce que vous voyez dans cette peinture et puis de ce que vous avez vu aussi dans l'autre tableau que je vous ai présenté pendant ma présentation. Bien, allez-y, prenez la parole. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez prendre la parole directement. Bon, alors, qui c'est qui prend la parole? Allez-y. Merci. Eh, eh bien, comme Benedetto l'a... eh, pendant que Benedetto parlait, j'avais les yeux posés sur cette peinture, le pouvoir, l'utilisation de l'art. Vous avez présenté aussi une peinture pendant votre présentation et pendant ce temps, derrière vous, il y avait cette image qui était très forte parce que on a cet homme qui s'occupe de son enfant. La femme ne va peut-être pas bien, l'homme s'occupe du bébé. Donc, pendant que vous faisiez votre présentation et que vous parliez en termes très théoriques, je pensais que nous avions une autre dimension ici. Vous avez parlé du blanc et des noirs. Nous avons aussi les peuples autochtones et la façon dont on doit, comme beaucoup d'entre nous qui sont venus en Amérique latine à cause de la colonialisation et dans cette décolonisation, comment nous travaillons avec les populations autochtones. Et donc, je suis venue ici écouter cette présentation pour avoir une discussion et j'ai parlé avec du sexisme et je sais que il y a une relation, hein, la façon dont nous, hommes, nous avons une certaine relation et ensuite, la façon dont nous allons pouvoir entrer en relation avec des femmes de différentes races, mais aussi avec des hommes qui appartiennent à ces populations autochtones, qui sont exploitées. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est pas vraiment une question, mais c'est euh, pendant que vous parliez, je pensais à tout cela et j'ai vraiment beaucoup aimé cette peinture qui est très belle. Merci. Merci. Il y a une question dans le chat et qui a été traduite. Notre travail est centré sur le changement de politique et de culture et d'impliquer les pères d'impliquer les pères dans les vies de leurs enfants parce que cela entraîne des meilleurs résultats académiques, de santé économique pour les enfants et les familles, etc. Donc, je vais faire deux commentaires. Vidyarata, c'est le nom, n'est-ce pas? Notre camarade Vidyarta ou Vidi, tout simplement Vidya. Vidya est plus facile. Bon, je pense qu'il y a une piège colonial. C'est le colonialisme moderne. Oui, lorsqu'on parle de colonialité, on parle aussi d'une manière d'organiser la modernité dans nos pays, dans nos régions. Et cette piège est une piège dangereuse parce que c'est d'essayer de résoudre les choses, de trouver des chemins qui sont prêts à être occupés ou pour occuper les espaces. Et cela se connecte avec les deux questions, la question et le commentaire qui est sur le chat
euh, qui a été écrit par Jessica. Parce que lorsqu'on parle de territoires autochtones, par exemple, ou des peuples autochtones en général, on pense depuis une perspective coloniale. On pense à un plan déjà organisé pour travailler avec ce groupe, avec cette population ou cet espace. Et cela est une pensée coloniale. Le Brésil, par exemple, a eu beaucoup d'expérience avec le Mozambique pour prévenir le VIH. Cependant, les premiers 5 ans ou 10 ans qu'ils ont travaillé avec eux ont été très difficiles parce qu'ils essayaient de reproduire avec les experts brésiliens, ils essayaient de reproduire le développement de politiques publiques du Brésil et l'amener au Mozambique. Donc, les outils qui fonctionnaient dans quelques territoires ne marchaient pas dans ce territoire. C'est pour cela que je crois que cela rend les choses très difficiles parce que nous travaillons toujours avec des projets qui sont développés depuis une perspective instrumentale et qui sont organisés avec des budgets, avec des lignes de temps, avec des indicateurs, etc. Donc, ce n'est pas seulement le langage colonial, mais aussi les dispositifs colonial. J'ai eu la possibilité de travailler avec un peuple autochtone à Sao Paulo, dans le sud de la ville de Sao Paulo, dans une zone appelée Parelheiros, très pauvre. Il y avait des communautés autochtones. J'ai travaillé avec eux pendant 6 mois et j'ai beaucoup aimé parce que peu à peu, j'ai commencé avec l'aide d'un jeune homme qui avait 15 ans, avait déjà 2 enfants à 15 ans, et il m'a montré comment il répondait à mes questions en essayant de me dire ce que je apparemment voulais entendre en tant que réponse. Donc, le processus de colonisation et les personnes colonisées apprennent à dire ce que le colonisateur veut entendre. Par exemple, il y avait une vidéo en montrant l'expérience de travail avec une communauté où les personnes montraient, ah, lorsque ce groupe est arrivé dans ma communauté, tout a changé. Auparavant, nous avions quelques problèmes, mais maintenant, tout va bien, nous n'avons plus ce problème, etc. Mais le problème, c'est qu'ils nous montrent ce que nous voulons entendre et ils savent très bien comment gérer ce type de conversation. Donc, je crois, et j'ai appris cela après 6 mois d'expérience avec eux. Je pensais que j'avais fait beaucoup de choses avec les ateliers de prévention du VIH, l'utilisation d'alcool, la consommation de l'alcool, etc. J'avais planifié plein de choses, mais la chose la plus importante que j'ai achevée, c'est de déconstruire tout ce que j'avais planifié auparavant et de vraiment connaître les particularités de ce groupe et de pouvoir vraiment entendre la singularité, écouter les différences et les différentes singularités. Voilà quelque chose de décolonial parce que ce sont les catégories qui construisent des étiquettes. Tu es jeune, tu es un adulte, tu es femme, tu es noir, tu es blanc. Donc, lorsque nous développons des projets, nous reproduisons ces dichotomies. Donc, le chemin, par exemple, si j'utilise cette image, je ne vais pas me rendre sur un espace et dire cette image veut dire cela et cela et cela. Ou bien c'est l'histoire de l'Arahuan ou l'autre. Je vais demander qu'est-ce que cette image vous transmet, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Il y a un auteur, je crois qu'il est Tomás Ibáñez Garcia. Et il dit quelque chose qui me plaît beaucoup parce que il dit que lorsqu'on parle d'une image, on ne parle pas de représentation, on parle de figuration.
Donc, nous projetons sur les images ce que notre imagination nous permet de penser. Et c'est une base très solide pour penser la colonisation. Au Brésil, dans les années 90, il y avait un groupe de psychanalystes qui ont défini la colonisation et la construction de l'identité brésilienne en tant qu'un produit du désir, un produit du désir du colonisateur. Donc, cette image d'un pays calme, un pays sexualisé, un pays chaud, avec des personnes de ce type, c'est une production coloniale parce qu'il a été développé depuis la perspective du colonisateur. Donc voilà le défi. Le défi, c'est de traverser ce processus et de trouver la manière de nous construire, mais euh, en, euh, en comprenant cette contraposition à ces différentes positions. Merci, c'est vraiment une réflexion très profonde et cela me fait penser à beaucoup de mouvements sociaux qui ont des bonnes intentions et qui travaillent en Europe notamment et qui probablement ont une mentalité adéquate et qui ont vraiment l'intention de décoloniser. Et l'esprit semble d'être dans l'endroit correct, mais il y a toujours le danger de répéter l'oppression encore et encore, parce que le cœur, l'esprit, l'intention est correcte. Cependant, nous avons beaucoup marché, nous avons vraiment, nous sommes partis d'un processus de colonisation très approfondi. Et donc, nous avons des rêves différents, nous avons des différentes perspectives. Donc, je pense que c'est important de donner de l'espace. Donc, s'il y a un pays où nous travaillons ou en collaboration avec des personnes de différents espaces, parfois l'intention doit être en considérant que les contextes de colonisation sont différents. Et lorsqu'on pense aux solutions, ces solutions doivent être différentes aussi et doivent être diverses, pas seulement en appliquant des ou en essayant de résoudre les problèmes avec les mêmes problèmes qui ont créé le problème au début. Donc, le changement est aussi interpersonnel et en travaillant avec nous-mêmes, en considérant notre propre conduite coloniale ou colonisante. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou de procès? Je voudrais ajouter seulement quelque chose, et c'est que nous devons reconnaître aussi les aspects plus euh, complexes, parce que lorsqu'on parle des hommes, on parle d'un point de vue colonial. Nous avons toujours regardé les problèmes que les hommes causent chez les femmes. Donc, les hommes, les masculinités, cette considération a commencé avec le mouvement féministe, que les hommes, la souffrance, la violence causée par les hommes sur les femmes était générée dans la maison, mais aussi les hommes dans les contextes politiques, la guerre. Donc, c'est une critique féministe pour penser au développement, euh, pour le développement de politiques publiques, le développement personnel. Voilà le chemin. Puis, dans les années 90, nous avons commencé à penser aux hommes depuis une perspective différente. Et il y a un autre chemin là, et penser à la souffrance des hommes. Et voilà un terrain très complexe parce que c'est une approche coloniale, parce que ce n'est pas une chose ou l'autre.
la construction décoloniale doit être construite sur la base de cet aspect controversé. Parce que si on regarde la douleur, la violence que souffrent les hommes et que les hommes causent aussi, parce que cela fait partie du même pouvoir des hommes de produire de la violence, mais c'est aussi le pouvoir qui génère ou qui entraîne un niveau plus haut de mortalité chez les hommes, par exemple, à cause de la violence urbaine. C'est un exemple. Donc, penser à cette complexité est nécessaire. Si on regarde seulement un chemin, euh, ce n'est pas possible de considérer cette approche plus élargie. Donc, il faut penser à ces points de départ. Nous ne savons pas où le chemin va nous amener, mais c'est important de partir de cette complexité au lieu de penser du point de vue colonial seulement un point de ce réseau. Donc, il faut réduire parfois l'investissement des efforts par rapport à la souffrance des hommes. Mais au lieu de ça, en revanche, il faut analyser comment ils génèrent la violence et ils sont les victimes de violence tout dans le même réseau. Pardon, parce que mon espagnol n'est pas très bon, mais merci. Magali? Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais ce que vous venez de dire, comment travailler sur la masculinité chez les hommes, si l'on pense à problématiser la masculinité, on pense toujours depuis la perspective de ceux qui souffrent. C'est le point de vue du féminisme. Mais le point de vue de la masculinité, c'est le point de vue du privilège. Et le privilège est difficile pour travailler parce que les hommes se sentent toujours attaqués. Si on se concentre sur la souffrance, si on se concentre sur la douleur des hommes, ou que les hommes peuvent sentir, on la trouve comme une manière de penser à la masculinité en tant que lieu de privilège, de position de privilège, et la différence entre les droits et les privilèges. Euh, Peut-être vous pouvez nous répondre. Je crois que Magali, vous êtes connectée avec cette perspective, bien sûr. Pour moi, c'est toujours utile de penser à la masculinité du point de vue contre-colonial. Et si je parle avec une féministe noire qui s'appelle Bea Nooks, et elle a écrit un livre qui s'appelle Le féminisme est pour tout le monde. Elle, Dans ce livre, elle explique que le mouvement féministe a vraiment traversé différentes étapes. Et dans ce chemin, les activistes féministes et même les activistes académiques ou bien intellectuels ont montré comment les hommes faisaient partie du problème, mais n'étaient pas le problème. Le problème, c'est le patriarcat, le sexisme et la domination masculine. Elle a dit cela parce que cela nous permet de penser de manière complexe ce que une chercheuse brésilienne disait toujours, et c'est que parfois nous changeons le plan très rapidement. Par exemple, on parle de la construction sociale des masculinités, et bien sûr, cela est une base qui construit les corps masculins, les corps féminins, trans, cisgenres, et les particularités de l'orientation sexuelle. Donc, ça, c'est une base culturelle, institutionnelle et symbolique. Mais ce que les personnes sentent et comment les personnes reproduisent ce système est beaucoup plus complexe
Parfois, quelques personnes essayent de prendre ces aspects du point de vue culturel, institutionnel, pour penser à ce qui se passe avec la vie des personnes. Il y a des groupes de discussion avec des jeunes, par exemple, où de temps en temps, une personne du groupe prend la représentation et dit, tu as dit cela parce que tu es cela et cela. Donc, en plaçant la personne dans une construction historique plus élargie du point de vue culturel et symbolique. Les corps, dans l'expérience des hommes, Rayon Connell dit cela, la construction des masculinités et féminités, nous n'arrivons jamais à ce point parce que ce sont des positions idéales. Cependant, dans nos expériences, souvent, nous sommes dans une position du privilège. Nous ne nous rendons pas compte du privilège, mais nous savons que peut-être quelque chose ne va jamais changer. Donc, de reconnaître les privilèges, c'est un chemin. Ce n'est pas un point d'arrivée, ce n'est pas un point, c'est plutôt un point de départ. Donc, parfois, quelques expériences sont au milieu dans une zone de transition parce que si on dit, je suis un homme noir, mais l'image que je vous ai montrée du colonialisme, donc où la personne n'était même pas humain, il ne peut pas être reconnu en tant qu'homme s'il n'était pas reconnu en tant qu'être humain. En espagnol, on utilise discapacitado, handicapé. Je n'aime pas ce terme, mais on peut l'utiliser pour la discussion. Donc, on ne dit pas une personne handicapée, mais c'est une personne avec un handicap. Et c'est la même chose. Dans notre séminaire, nous avons vu que si la personne qui a un handicap est toujours pensée en tant qu'une personne qui doit recevoir des soins, on ne les pense jamais en tant qu'hommes qui peuvent offrir des soins, fournir des soins. Donc, on les pense toujours en tant que personnes avec un handicap et on ne peut pas penser, parce que ce n'est pas un corps d'homme, ce n'est pas, parce que la masculinité, bien sûr, est une valeur que quelques-uns n'arrivent pas à, ou n'atteignent pas parce que euh, à cause de différentes raisons. Donc, il y a des organisations des politiques publiques, l'organisation des institutions, comme l'économie, par exemple, ou des autres catégories plus formelles. Mais on ne peut pas penser, on ne pense pas aux institutions quotidiennes. Euh, on ne pense pas à l'amitié, par exemple. Il y a d'autres catégories institutionnelles aussi parce qu'elles sont organisées depuis une perspective institutionnalisée. Il y a un jeu de pouvoir là, mais d'une manière très différente qui parfois, je crois que il y a un plan, et je vais conclure maintenant, l'idée de, de plan qui est dit que nous sommes dans les différents plans, mais dans différentes catégories pour dialoguer les catégories d'identité, mais il faut utiliser les catégories d'identité. Mais pour parler avec les personnes en général, on doit comprendre que les identités sont plastiques, sont dynamiques, elles changent tout le temps. Même avec la même personne, la personne doit avoir des horizons plus élargis et pas seulement ce qu'ils sont nés pour être. On n'est pas beaucoup plus que ça. Les institutions tentent toujours de contrôler et donc le dialogue est public. Il faut dialoguer avec ce que nous avons, avec ces catégories et essayer de déconstruire ces catégories. Des fois, nous devons nous disputer, hein, utiliser ce dialogue, mais dans la vie quotidienne, hein, ces catégories, il faut comprendre qu'elles ne fonctionnent pas. Voilà, elles ne fonctionnent pas. J'aimerais beaucoup rentrer un petit peu plus, approfondir un petit peu plus le sujet, mais je crois qu'on a tous besoin de réfléchir un petit peu
C'est un petit peu aussi, il y a un peu de tristesse aussi dans tout ça. Je pense que oui, les hommes ont plus de privilèges. Oui, ils ont le pouvoir, on le sait, ils sont en place, hein. Et j'ai un petit peu cette sensation. Comment est-ce qu'on aime nos maris? Comment est-ce qu'on élève nos garçons pour qu'ils se sentent, qu'ils n'aient pas peur, hein, et qu'ils ne reprennent pas ces comportements coloniaux, qu'ils comprennent qu'il y a une question de responsabilité aussi. Comment est-ce qu'on les ramène? Est-ce qu'on les fait rentrer dans notre communauté, hein, ce sens du village, comment les villages fonctionnaient avant la colonisation, comment c'était cet équilibre dans lequel chacun avait sa place et la connaissait. Donc voilà, c'est ce qui maintenant m'interpelle, essayer d'aller au-delà de cette approche intellectuelle et systémique pour trouver une solution, cette solution. Ne pas seulement parler de droit, de politique, de documents, de parler aussi du bien-être de notre communauté, qui comprend aussi la, l'amour, le fait d'aimer les hommes et la masculinité aussi. Et ne pas se centrer seulement sur les parties négatives. Oui, j'ai le nom de Bell Hooks ici qui est écrit, donc peut-être qu'il essaie de parler aussi. En tout cas, est-ce que nous avons d'autres commentaires? C'est une question. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? S'il n'y a rien à ajouter, je crois qu'on peut peut-être faire une pause, prendre une petite pause et revenir pour la partie peut-être des questions ou des divers. J'ai un commentaire à faire rapidement avant cette pause. J'aime beaucoup cette idée de l'amour comme action politique et non pas l'amour romantique, puisqu'ici on est dans cette approche du colonialisme, hein. Donc l'amour comme construction quotidienne de nations plus égalitaires, la possibilité d'utiliser le pouvoir d'une manière constructive et non pas destructive. Et je pense que très souvent, on cherche un chemin. Et moi, j'aime beaucoup cette idée-là, hein, chercher et voir comment les gens changent les choses, parce que les institutions, l'académie, tout ça, prennent beaucoup de temps à changer les choses. Les temps sont longs pour l'académie. Donc j'aime bien voir comment les gens arrivent à penser différemment la vie quotidienne et à la reconstruire. Je voudrais vous montrer maintenant rapidement, hein, une expérience que j'ai eue. J'ai travaillé avec une femme travailleuse sexuelle de ma ville depuis longtemps, depuis l'époque de la dictature dans notre pays, hein. Elle travaille donc depuis plus de 30 ans. Elle travaille avec des femmes qui travaillent dans le secteur du travail sexuel. Et le gouvernement de Lula, le premier gouvernement de Lula, a mis en place des actions pour soutenir le travail de ces femmes, sans les juger, hein. Des femmes qui avaient choisi cette manière de travailler avec leur corps. Elles disent qu'elles sont des travailleuses sexuelles, elles ont conscience des violences dont elles souffrent, mais aussi de l'autonomie que leur donne ce travail. Le gouvernement a reconnu cela et a mis en place des programmes de soutien, des campagnes, mais lorsqu'il y a eu le coup d'État contre Dilma qui a eu lieu au Brésil,
Dilma était une continuité du gouvernement de Lula. Et le président qui a pris la suite, hein, a retiré le soutien pour les travailleurs sexuels, les travailleuses sexuelles. Et j'ai eu une rencontre quelque temps après avec cette femme qui était toujours un poste de leadership, hein, et elle pleurait énormément, elle souffrait énormément de l'impact de cette intervention. Et moi, je comprenais pas vraiment pourquoi, je comprenais pas pourquoi ce que faisait le gouvernement pouvait avoir autant d'impact sur sa vie. Et elle m'a dit, lorsqu'on a un soutien de la part des institutions, c'est très important pour nous. Lorsque l'État promeut quelque chose, les choses ne vont pas changer. Ça ne va pas changer notre quotidien, mais cela peut avoir un effet positif. Par exemple, avoir une politique publique ne va pas changer ma vie par rapport au travail que je réalise, mais le gouvernement peut compliquer ma vie. Les institutions telles qu'elles sont construites dans cette perspective coloniale sont des institutions qui sont des outils d'oppression et les politiques publiques visent à contrôler les activités de la population. Donc, avoir une campagne de la politique publique qui disent que le travail sexuel est un droit pour les femmes, pour ces femmes, est une manière de, non pas de modifier les mentalités, mais d'éviter de reproduire davantage de violence au sein des institutions. Ce qu'elle disait, hein, c'est que quand je vais dans un bar et qu'il y a une affiche de la campagne du gouvernement qui dit les femmes qui se consacrent à la prostitution ont le droit de le faire, je me sens plus forte pour faire mon travail. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas que le gouvernement peut faire des actions positives, mais si le message est positif, on va arrêter de reproduire certaines conduites négatives, hein. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Je sais que c'est pas facile à comprendre, mais c'est ça l'idée. En portugais, nous avons une expression qui, ex- qui dit si ça ne fait pas de mal, c'est bon. Si le gouvernement ne produit pas de violence, c'est bien. Donc notre approche ici pour la politique publique, c'est que la politique publique ne va pas changer la vie des personnes, mais on va pouvoir arrêter peut-être de reproduire des violences, des souffrances. Ce serait ça l'idée. Merci. Je crois qu'on a besoin d'une petite pause, hein. Oui, je pensais aussi que il ne nous reste plus que 30 minutes. Peut-être que ce n'est pas vraiment intéressant de prendre une pause non plus. Peut-être que l'on doit donc essayer de trouver un moyen de... Il y a une question, voyons. Il y a une question dans le chat et on voulait aussi résumer un petit peu ce qui a été fait au cours de cette série et quelles étaient les prochaines étapes. Je ne sais pas si nous avons le temps de le faire. Est-ce que on peut le faire? Est-ce qu'on le fait maintenant? Bien. On peut continuer cette conversation et j'aimerais beaucoup entendre la voix de ceux qui ont participé à cette conversation aujourd'hui et peut-être lors de nos sessions précédentes, pardon. Ania, est-ce que vous pouvez prendre la parole et nous donner un petit peu votre...
Cette invitation est destinée aussi à parler, à inviter tout le monde à participer à la discussion, n'est-ce pas? Oui, je dirais qu'aujourd'hui tout le monde est très calme. Je me demandais peut-être si on pouvait donner la parole à Alice. Je ne veux pas vous obliger non plus, hein. Alice, allez-y. Alice au micro. Oui, j'ai écouté ce qui était dit et je dirais que il faut essayer d'être pratique dans tous les domaines. Essayer de trouver un élan, hein, pour essayer de déconstruire des relations de pouvoir et trouver une égalité. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire, hein. Et puis, essayer de trouver cela. Je dirais que cette notion selon laquelle les êtres humains peuvent changer et des fois les institutions peuvent aussi changer. Donc, essayer de modifier, hein, les institutions et aussi notre relation. Voilà, en tout cas, je m'arrêterai ici et je vous remercie pour cette conversation. Johnny au micro, je voudrais partager avec vous quelques réflexions. J'écoutais Benedetto qui parlait de la colonialité et vous avez dit comment est-ce que les institutions qui sont coloniales et historiquement coloniales peuvent-elles participer à cette décolonisation? Et ce que j'ai pensé, c'était l'importance de nous localiser, puisque la colonialité, c'est aussi quelque chose qui est lié à la localité, à l'endroit où on est. Donc, il faut tous travailler là-dessus, hein, nous localiser dans ce système, voir quels sont les privilèges du pouvoir du système et essayer de voir s'il s'agit de privilèges de genre, de race, d'âge ou à quoi sont liés ces privilèges ou seulement et s'il s'agit seulement d'une question de position. Et puis, je dirais que c'est très important aussi que les institutions fassent cela et qu'elles affrontent leur histoire. Et je pensais à l'histoire coloniale aux Pays-Bas, hein, lorsque vous parliez, je pense que les Pays-Bas sont un pays dans lequel les institutions n'ont pas affronté et cette histoire et ne se sont pas localisées dans l'histoire, hein, dans laquelle nous sommes avec tous les systèmes d'oppression. Donc, essayez maintenant de mettre en place des actions pour décoloniser. C'est important, mais c'est difficile à moins que les institutions ne veuillent vraiment le faire et les institutions transforment la façon dont elles fonctionnent. Donc, quand on travaille avec une institution, il faut voir la façon dont on peut faire aussi ce travail de se localiser dans dans notre propre histoire et dans l'histoire du mouvement féministe, l'histoire de tout ce mouvement social, hein, auquel nous appartenons. Donc, nous positionner et voir d'où nous venons, c'est un point important, une étape importante pour pouvoir ensuite avancer. Voilà, c'est ce que je pensais. Merci. Bien, oui, ça m'intéresse beaucoup, cette approche, hein, selon laquelle il faut penser les institutions. Il y a un autre auteur qui s'appelle Donna Haraway, je crois que vous la connaissez, vous l'avez mentionné. Elle a un concept que j'aime bien et qui est lutter à l'intérieur du ventre du monstre. C'est une très bonne métaphore. Penser que des fois, lorsqu'on on pense aux institutions, ces institutions sont des monstres
colonisateurs qui reproduisent des manières de faire et de défaire. Et donc, c'est difficile d'être au sein de ces institutions en faisant un chemin de changement de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, il y a une autre expression de Michel Foucault que j'aime bien lorsqu'il dit, là où il y a le pouvoir, il y a une résistance. Les institutions ne sont pas un corps monolithique, ce sont des corps controversés et à l'intérieur de ces corps, il y a des chemins de production, de changement et de possibilités. Par exemple, dans l'art, hein, que serait l'art sans les institutions? C'est important d'avoir des institutions aussi pour produire d'autres chemins. Donc, l'éducation est aussi un chemin. Quand je suis dans ma classe, je tente de produire des changements, non pas pour que les jeunes sachent ce que je sais ou ce que j'ai appris, parce que ce serait une approche coloniale d'imposer mes connaissances, mais comme un espace d'apprentissage pour que moi en tant que prof, pour moi en tant que prof, hein, et nous, lorsqu'on est dans cet espace ici, on produit des changements pour la vie des gens. Et le premier chemin serait peut-être de penser le changement que cela provoque sur notre propre vie, hein, parce que à partir de là, on va commencer à comprendre les chemins, les changements possibles. Et pour conclure, sans non plus donner une touche de romantisme à tout cela, au précolonialisme et tout ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup de la part de mes amis du Mozambique, par exemple, qui disent que le processus précolonial, la colonisation, il ne faut pas non plus l'idéaliser, hein, parce que il continue à appliquer des et une reproduction de violence de genre principalement, où les femmes ne peuvent pas occuper certains espaces de pouvoir, où elles ne peuvent pas faire certaines choses qui sont destinées au corps des hommes qui occupent les espaces de pouvoir. Par conséquent, cela est vraiment un autre piège dont il faut se méfier. Parler de contre-colonialité ne veut pas dire que on doit revenir au- en arrière. On parle d'ancestralité. L'ancestralité, ça peut être une autre manière de coloniser ou de décoloniser, hein. Il y a beaucoup de dialogues entre le féminisme, féminisme africain, féminisme rural, du point de vue africain et comme le dit Lélia González, c'est-à-dire amerfricano. Elle mélange les deux termes. J'ai beaucoup aimé ce que vous venez de dire. Je crois que dans la troisième ou quatrième réunion, nous avons appris de Aurea, une femme du Guatemala. Elle appartient au secteur universitaire, mais elle travaille aussi avec les femmes autochtones de Guatemala. Et il a dit cela, la même chose. Ce n'est pas une question d'imaginer un processus de décolonialisation comme un processus où on va revenir à la période de pré-colonisation. Parce qu'au Guatemala, avant la colonisation, et ce besoin de ne pas romantiser cette période. Mais ça veut dire d'arrêter le contrôle et la délimitation par rapport à comment les peuples autochtones doivent vivre et leur donner les conditions et l'espace pour leur permettre de se réinventer. Donc, ce n'est pas de revenir en arrière, mais c'est d'éliminer les barrières, d'éliminer les limitations qui empêchent cet exercice de leur autonomie et de se autodéterminer. Merci. Il y a une question sur le chat, sur l'auteur qui a été nommé. Peut-être vous pouvez écrire le nom.
Je ne me rappelle pas, je ne sais pas de quoi je parlais lorsque j'ai mentionné cet auteur, je ne me souviens pas. Bon, je n'ai pas une bonne mémoire, je suis désolée. Je vais l'écrire sur le chat, le nom, Tana Haraway. Merci. Je crois que nous avons quelques minutes de plus, mais si vous voulez, nous pouvons conclure la réunion maintenant. Mais je voudrais remercier Benedito parce que il y a eu une très intéressante présentation. Pour moi, ça a été vraiment extraordinaire et je crois que j'ai beaucoup à penser. Il y avait la question par rapport à l'alcool et la masculinité au Brésil. Il y a tellement de parties ou d'aspects auxquels nous pouvons penser. Il y a tellement de complexité à réfléchir. Je crois que on peut vraiment trouver la solution ensemble. Merci, merci pour avoir pris le temps. Et peut-être nous pouvons vous inviter à une prochaine réunion pour réfléchir de manière plus approfondie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Nous allions partager quelques notes des séances précédentes, mais je crois que ce n'est pas nécessaire. Nous allons systématiser les notes. Nous avons quelqu'un qui va lire et analyser toutes les séances et prendre des notes. Et après cela, on va partager avec vous tous, vous toutes. Donc, nous allons vous contacter. Cependant, si vous avez d'autres idées par rapport à comment continuer avec cette discussion, parce que ça, c'est la fin de notre série de 6 webinaires où on a considéré et discuté les différents aspects et c'est quelque chose qui va prendre plus de forme dans l'avenir, c'est de penser depuis la perspective de décolonialité et de les considérer depuis plusieurs perspectives. Donc, si vous avez quelque chose à partager, vous pouvez nous envoyer un message et peut-être on peut l'inclure euh, dans notre document. Yoni, oui, tout simplement de renforcer ces concepts. Nous voulons vous entendre si vous avez des opinions par rapport au prochain pas, parce que c'est tout simplement le point de départ des conversations dans l'Alliance Men Engage et peut-être comment nous concentrer sur la décolonisation de notre propre travail. Ça, c'est un point intéressant de départ parce que nous avons fait une mise à jour l'année dernière et cet engagement pour décoloniser toutes nos pratiques, je crois que de tout ce qu'on fait avec les mouvements féministes, je crois que tout cela fait partie de notre itinéraire, de notre parcours. Donc, je voudrais savoir ce que vous êtes en train de faire
Et ce que nous pouvons faire à travers notre travail collectif et depuis le secrétariat global, ce que nous pouvons faire dans le contexte de l'Alliance. Donc, si vous voulez peut-être faire un suivi, parce que Men Engage en Europe continue la conversation dans leur propre contexte et ça serait bien de connaître les autres initiatives. Merci Benedito, merci de vous avoir euh, et merci Nontokoso, merci à tous et à toutes pour avoir participé. Et merci Nontokoso parce que vous avez facilité la séance d'une manière très, très intéressante. Donc, merci. Merci. Merci pour l'invitation et j'espère d'avoir de nouvelles opportunités pour dialoguer. Et je sais que les zones horaires sont très compliquées, mais au Brésil, demain à 4 heures de l'après-midi, je vais envoyer Magali les informations par rapport à ce webinaire, et parce que cela a beaucoup à voir avec ce que nous avons discuté ici. Euh, euh, la discussion sera coordonnée par une anthropologue brésilienne et je pense que ça sera une expérience très intéressante et c'est une action de nous en tant que point focal de Men Engage au Brésil et comme partie de Men Engage Amérique latine et un échange avec le ministère de Santé et le ministère de Santé de l'Homme du Brésil. Donc, merci beaucoup. Et Magali, Yoni, Vidya, Notokoso, j'aime bien ton chapeau et merci. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup pour votre temps. Je voudrais aussi dire merci à ceux qui ne sont pas aujourd'hui ici dans cette réunion, mais qui ont aidé avec l'organisation de ces webinaires. Bianca, et tous les membres de l'équipe d'organisation. Et il y a des personnes qui continuent à nous rejoindre et qui ont vraiment ont traversé ce parcours avec nous. Donc, je vous remercie. Cette discussion, je crois qu'elle doit continuer dans vos régions et de voir comment la décolonisation peut exister dans votre région et contribuer avec vos idées. Merci. Et bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.